Bonjour, au sommaire de cette édition, soulagement ce vendredi chez le volailler Tilly Sapco. En effet, l'abattoir a désormais un repreneur. Néanmoins, une centaine d'emplois devraient être supprimés sur les 326 que compte le site de Gare-l'Esquin. Avis aux amateurs de bateaux, le Salon nautique de Paris a ouvert ses portes jusqu'au 14 décembre. On y trouve les nouveautés en matière de nautisme et notamment les nouvelles formations dans le domaine naval, exemple avec l'ENSTA Bretagne. Brest a depuis 3 ans sa monnaie solidaire, alternative à l'euro. Elle s'appelle EOL. Quel est son impact sur l'économie locale? Les explications dans ce journal. Bienvenue dans ce JT du vendredi 5 décembre 2014. C'était le soulagement donc ce vendredi midi chez Tilly Sapco à Gare-l'Esquin. En effet, parmi les 4 offres de reprise, le tribunal de commerce de Brest a retenu le projet franco-britannique porté par MS Foods. Celui-ci prévoit de développer l'activité dans le secteur du poulet frais. Cependant, une centaine de postes devraient être supprimés sur les 326 que compte le volailler. Domiti Potonnier et Guy Abalin étaient sur place lors de cette annonce. C'est un mélange de soulagement et de tristesse qui se lisait ce vendredi midi sur les visages des salariés de l'abattoir de volailles de Gare-l'Esquin. Après des semaines d'incertitude, ils sont désormais fixés sur l'avenir de leur entreprise. Leurs prochains patrons seront britanniques et bretons et garderont 60% des effectifs. On espérait que ce soit ces repreneurs-là. Après, oui, beaucoup de peine aussi, parce que tout le monde ne va pas rester. On n'espérait plus, on a sauvé 202 emplois, mais ce qui est dommage, c'est qu'on a 120 collègues qui vont se retrouver sur le bord de la route. On a vraiment tout mis en œuvre pour essayer de maintenir tout le monde. On n'y est pas arrivé, mais pour autant, on arrive à maintenir 202. On revient de très loin, on avait vraiment un pied dans la tombe dernièrement. Donc, oui, soulagement, quoi. Sur les 326 salariés de Tilly Sapco, 202 seront donc conservés par le projet mené par les Anglais de MS Food, associés à l'industriel Braze Algae et la CCI de Morlaix. Les autres devraient recevoir leur lettre de licenciement avant Noël et seront prioritaires en cas de nouvelles embauches. Je suis arrivé en dernier, donc je sais très bien qu'au niveau des points, je vais sauter. Donc après, tant pis, quoi. Tant mieux pour les autres. Ça fait 1 an et demi que je suis en CDI, donc je sais très bien que moi je perds mon boulot. Mais je ne me suis pas battue pour mon emploi, je me suis battue pour ma région. Moi j'habite ici avec mon fils et moi j'ai pas envie que mon fils il habite dans un désert, quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est battu pour garder notre entreprise. Et voilà, c'était mal parti avec le premier dépôt des offres et là avec le deuxième, ça a été la fête, quoi. c'est super, quoi. Aucune date n'a pour l'instant été donnée aux salariés pour une reprise de l'activité. Seule certitude, l'unité de production, qui ne traitait que des poulets congelés, devra subir quelques travaux pour désormais faire du poulet frais et congelé. Les amateurs de bateaux ont rendez-vous jusqu'au 14 décembre à Paris pour le 54e Salon nautique. Les professionnels y exposent leurs nouveautés et les grandes écoles y présentent les formations dans le domaine de la mer. C'est le cas de l'ENSTA Bretagne, école d'ingénieurs basée à Brest. Elle va dévoiler à Paris son nouveau cursus dédié à l'ingénierie et l'architecture navale. Les explications avec Sophie Lecroisier. Parmi ces élèves, certains testent déjà la future formation, une ébauche en tout cas de ce que sera le nouveau master spécialisé Bac+6 en architecture navale. C'est grâce au partenariat entre l'ENSTA Bretagne et l'école d'architecture de Paris-La Villette que va naître un nouveau diplôme. Une douzaine d'étudiants suivront la future formation à mi-chemin entre le métier d'architecte naval et celui d'ingénieur naval. Une polyvalence rare dans les métiers de la conception navale en France. En France, donc, on est quelques écoles, pas nombreuses, à avoir un diplôme en architecture navale. Alors, la différence, c'est qu'il y en a une qui est beaucoup plus orientée technique, c'est la formation d'ingénieur, et une qui est plus, on va dire, tournée autour de l'homme, de l'humain dans le bateau. Et donc ça, c'est la formation d'architecte. Dans la réalité, architectes et ingénieurs travaillent main dans la main, mais ignorent bien souvent les méthodes de travail des uns et des autres. Une situation qui crée parfois un climat d'incompréhension entre les deux professionnels. On n'apprend pas à se connaître pendant nos études, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays en Europe. Et ça, c'est assez dommage parce qu'après, on se retrouve dans le champ du métier
Et du coup, on n'a pas toujours un vocabulaire commun. On a déjà effectué des stages et je sais que pour certains élèves qui est demandé par exemple d'avoir plus d'expérience dans le dessin par exemple, ce qu'on ne fait pas forcément à l'école et qui est fait plus en architecture. Pendant un an, une synthèse des deux formations sera donc proposée. C'est vraiment très complémentaire ce qui se passe à l'école d'architecture et à l'école d'ingénieur. Et ça nous permet à développer, pour nous les architectes, un vocabulaire plus technique et pour les ingénieurs se sensibiliser aux notions d'architecture. Les étudiants suivront les cours d'ingénierie navale et d'architecture navale dans les deux écoles à Brest et Paris. Une sorte de jumelage de lieux, mais aussi de compétences. Ce 5 décembre, c'est la journée mondiale du bénévolat, l'occasion de mettre en lumière l'investissement de ces milliers de gens qui donnent de leur temps. Fanny Coconnier de TB Sud est allée à la rencontre de bénévoles des Restos du Cœur à Vannes. Reportage. Ils s'appellent Alain, Georgette, Ibrahim, Rosie. Ce matin encore, ils se sont donné rendez-vous au Resto du Cœur pour épauler ceux qui ont besoin d'aide. Servir le café, remplir les dossiers d'inscription, conduire le camion, ranger les stocks. Ils sont 103 petites mains cet hiver au centre de distribution Vantais à se mobiliser. Marcel est l'un de ceux-là. Après un parcours associatif riche, il propose son aide au resto il y a 20 ans. À 81 ans, il vient encore superviser la distribution 2 fois par semaine. Je préfère rendre service comme ça que d'aller faire une partie de cartes au bistrot du coin, quoi. Chacun son truc. Hein. On essaye de faire en sorte qu'il y ait une excellente entente et une très bonne ambiance parmi nous. Et puis aussi l'accueil, c'est important. Et puis j'aime bien voir les gens. Et voilà. C'est un régal de venir au Resto du Cœur. Chacun s'investit selon ses possibilités, selon les missions qu'ils doivent remplir. Les bénévoles peuvent recevoir une formation spécifique. Les retraités, et notamment les femmes, sont majoritaires dans les rangs des bénévoles, mais quelques étudiants consacrent aussi de leur temps. C'est le cas de Célia, 23 ans, qui a commencé il y a 3 jours. J'avais déjà fait du bénévole, mais ailleurs, et donc je voulais changer un peu de structure, voir comment ça a évolué ici. Et j'ai trouvé ça très intéressant, le fait de distribuer les aliments, de découvrir d'autres personnes et puis d'avoir un contact avec eux. En plus, on peut échanger en même temps qu'on distribue les aliments, là un échange et c'est très bien. Dans le Morbihan, ils sont ainsi 819 répartis dans les 18 centres des Restos du Cœur. Cet hiver, ils viennent en aide à plus de 8000 bénéficiaires. Depuis 3 ans, plusieurs commerces brestois acceptent d'être payés en éole. C'est la monnaie locale et solidaire alternative à l'euro. Aujourd'hui, quel est son impact sur l'économie locale? Les réponses avec Christophe Boucher. Sur le pays de Brest, EOL est la monnaie locale complémentaire. Lancée en janvier 2012, elle a su fédérer autour d'elle 64 magasins, services et restaurants. Et à ce jour, 380 adhérents payent leurs achats avec cette monnaie. Ici, 1 euro vaut un EOL, mais la monnaie est intégralement réinjectée dans l'économie locale avec une dimension sociale et solidaire. Donc on est bien dans l'économie réelle. Donc ça, c'est effectivement des premiers atouts d'une monnaie complémentaire si elle prend sa vraie dimension. Ensuite, le deuxième point, c'est effectivement sortir la monnaie de la spéculation. 98% de la monnaie est dans la transaction spéculative. Donc là, on ramène bien l'argent aux échanges. Et le troisième point, je dirais, c'est l'effet en fait, gouvernance citoyenne, à savoir que ce sont les citoyens qui se réapproprient la monnaie et qui décident de quel type d'économie ils souhaitent voir se développer sur le pays. Changer ces euros contre des éoles, c'est aussi un acte militant. C'est une forme de solidarité, de dire je suis acteur aussi de mes achats, je vais pouvoir être conscient de ce que je vais acheter, je vais pouvoir parler aux gens, échanger, être dans le physique des choses et pas dans la virtualisation, dans l'achat par internet ou ce genre de choses. Dans ce magasin, les achats s'effectuent aussi bien en euros qu'en éoles, mais la monnaie locale complémentaire a du mal à s'imposer. Manque de communication ou méconnaissance des vertus de la monnaie, ce commerçant effectue moins d'une centaine d'euros de transactions en éoles par mois sur les 13 000 en circulation sur le pays de Brest. Les adhérents déplorent un manque de soutien des élus locaux. Les chèques CADOC, par exemple, qui sont donnés par certaines collectivités, qui pourraient très bien être remplacés par des éoles, qui seraient là, diffusés dans les commerces de proximité de la ville. C'est pas du folklore, c'est pas une petite démarche comme ça de baba, mais c'est vraiment une démarche économique avec des retombées économiques locales. Et donc, effectivement, c'est un geste politique qu'il faut démarcher. J'espère que dans les futures halles Saint-Louis qui sont à côté de nous, il y aura des éoles. À Bristol, le maire de la ville montre l'exemple. La moitié de son salaire est versée en Bristol Pound, la monnaie complémentaire de la ville.
Avant de refermer ce journal, connaissez-vous la Maison Pénano à Morlaix? Cet hôtel particulier du XVIe siècle, installé sur les quais, est inscrit au monument historique et il vient de rouvrir ses portes au public après 3 ans de travaux. Le bâtiment accueille désormais l'Office de tourisme du pays de Morlaix et un centre d'interprétation d'architecture et de patrimoine. Pour tout savoir sur cette Maison Pénano, ne manquez pas l'émission spéciale présentée par Sophie Lecroisier à 19h sur TBO. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Frédéric Lorenzon à 18h30 pour le point sur l'actualité locale et régionale. Bonne soirée et bon week-end sur TBO.